On se retrouve et on parle de Pavel Durov, espionné par la France, mais également invité à déjeuner par Emmanuel Macron. Les révélations du Wall Street Journal depuis hier font l'effet d'une petite bombe. Mais d'abord, regardez ces images de vidéos où l'on voit sortir cet homme du tribunal judiciaire de Paris. Il a été mis en examen, le patron de Telegram. Il devra rester en France. On va en parler avec nos invités. Arlette Chabot est toujours avec nous et j'en suis toujours aussi ravie. Vincent Hugeux, merci d'être là. Bonjour à vous. Amélie. Vous êtes grand reporter et vous êtes essayiste. Et bonjour Christine Dugoin-Clément, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes chercheuse à la Sorbonne. D'abord, regardons de plus près, bonjour Nivine Potros, cette mise en examen peut-être de Monsieur Durov. Exactement, c'est l'image de la nuit. Donc Pavel Durov sortant du tribunal judiciaire de Paris. Il vient d'apprendre sa mise en examen pour 12 chefs d'inculpation. Aucun commentaire aux journalistes présents sur place. Le fondateur de Telegram est libre, mais il doit rester en France. Il a l'interdiction de quitter le territoire français. On lui reproche de ne pas avoir suffisamment agi pour empêcher la diffusion d'images pédopornographiques ou pour complicité de trafic de drogue. Il est également visé par une enquête pour violences graves sur l'un de ses enfants à Paris. Écoutez son avocat. Il est totalement absurde de penser que le responsable d'un réseau social puisse être impliqué dans des faits criminels qui ne le regardent pas ni directement ni indirectement. D'après les informations de nos confrères du Wall Street Journal, le patron de Telegram était dans le viseur de la justice française depuis près de 10 ans, depuis les attentats de 2015. Les autorités enquêtent alors sur l'utilisation de Telegram par l'État islamique pour recruter des agents et planifier des attaques. C'est dans ce contexte qu'en 2017, dans le cadre d'une opération conjointe, la France et les Émirats arabes unis pirate l'iPhone de Pavel Durov. L'homme est espionné, il est surveillé, mais dans le même temps convié à la table du président. C'est ainsi qu'en 2018, Pavel Durov déjeune à l'Élysée avec Emmanuel Macron qui lui propose de déménager Telegram à Paris et de lui accorder la nationalité française. Selon une autre source, c'est plutôt le patron de Telegram qui aurait demandé sa naturalisation. Il le sera en 2021 dans le cadre d'une procédure exceptionnelle appelée l'étranger émérite et qui est théoriquement attribué aux personnes qui participent au rayonnement international de la France. Selon Le Monde, lorsque le Quai d'Orsay reçoit sa demande, celle-ci est jugée irrecevable dans un premier temps. Durov ne remplit pas les conditions. À l'époque, il refuse de collaborer avec les autorités françaises et ne participe en rien au rayonnement du pays. Mais finalement, la procédure est validée. Il y a une autre révélation du Monde, Nivine, c'est que Pavel Durov, il n'aurait pas rencontré une seule fois le chef de l'État, mais en fait, il l'aurait rencontré à plusieurs reprises. Exactement. Et ces rencontres ne figuraient pas à l'agenda officiel du président. Ces rendez-vous étaient en revanche mentionnés dans son dossier de demande de naturalisation. Interrogé par Le Monde, l'entourage du chef de l'État conteste le qualificatif de multiples rencontres, évoquant un ou deux rendez-vous sans plus de précision sur les dates ou sur leurs motifs. Pavel Durov estime, lui, être proche du président. Lorsqu'il est arrêté samedi soir, il explique qu'il doit dîner avec le président. Selon les révélations du Canard enchaîné, un conseiller d'Emmanuel Macron raconte ainsi: il nous en a fait revenu qu'il s'était prévalu d'un rendez-vous imaginaire avec le chef de l'État et qu'il s'était également vanté de nombreuses connaissances haut placées. Ce conseiller qui ajoute: le président n'était absolument pas au courant de la venue de Pavel Durov à Paris. D'ailleurs, ce soir-là, il était au Touquet. Merci beaucoup Nivine Potros. Alors Vincent Hugeux, un rapport un peu complexe avec la France, avec Emmanuel Macron, donc potentiellement. Ça fait beaucoup de zones d'ombre. Beaucoup de zones d'ombre. J'observe d'abord que lorsqu'il avait été envisagé de lui décerner la nationalité française au titre, comme Nivine vient de le rappeler, de sa contribution au rayonnement de la nation, le ministère des Affaires étrangères avait émis à l'époque des plus expresses réserves.
parce que précisément, il ne remplissait pas les conditions. Et là, on est très clairement dans le fait du prince. C'est une décision souveraine d'Emmanuel Macron soi-même. Au fond, il y a chez Macron une vieille fascination pour tous les cadors de la tech. On sait la relation qu'il a tissée avec Elon Musk, alors même que celui-ci avait déjà diffusé ses délires libertaires sur son réseau. Il avait également, lorsqu'il était ministre de l'économie, entre 2014 et 2016, reçu un certain Travis Kalanick, qui était le patron de Uber, à l'époque même où il y avait de fortes tensions avec les chauffeurs de taxi en France. Je crois que ça tient au fait que, en gros, Emmanuel Macron est à la politique ce que ces flibustiers du business sont aux affaires, c'est-à-dire un mélange d'audace et de goût de la transgression qui le fascine. Donc il y a dans l'opacité relative à l'octroi de cette nationalité française quelque chose d'assez troublant, et d'ailleurs il est significatif, silence éloquent, que le Quai d'Orsay refuse de commenter lorsqu'on le sollicite. Et puis j'ajoute un dernier point sur ce Pavel Durov, je reviendrai sur ses turpitudes. C'est quand même quelqu'un qui en 2015 émet des messages où il considère que la France est responsable au même titre que l'État islamique des attentats terrifiants de Paris et de Saint-Denis. Donc il a quand même un assez lourd passé idéologique. Il fustige à ce moment-là, c'est très muskien tout ça, les taxes déraisonnables qui sont infligées aux Français et le fait que l'on fait preuve d'un immense laxisme pour l'envahissement par des populations nord-africaines. Donc voilà un peu qui est ce personnage, et je ne vois pas comment on a pu imaginer un moment qu'il ait contribué au rayonnement de la France. Et j'ajoute un dernier point sur ce côté élite mondialisée de la tech. Il a non seulement la nationalité française, il a gardé son passeport russe. Au passage, Durov, le dissident, moi je veux bien, il a fait une 50aine de séjours en Russie depuis son départ officiel en 2014. Il a également la nationalité des Émirats Arabes Unis, puisqu'il était installé à Dubaï, et celle, ça on le sait moins, de Saint Kitts and Nevis, un petit micro-État des Caraïbes. Mais vous avez raison, on va reparler de ces turpitudes dans quelques instants. Je reste un tout petit peu sur celle potentiellement du président français dans cette affaire. D'ailleurs, est-ce que c'est mauvais pour le président, ce qui est en train de se dérouler, là, ces révélations ? Dans un ensemble qui n'est pas très favorable, on va dire que c'est un élément de plus de trouble. Je ne vais pas répéter, mais c'est vrai qu'il a une fascination, je dirais, pour les génies du XXIe siècle. Voilà, tous ceux qui sont... Et puis il aime la transgression, parce que lui-même, effectivement, comme le disait Vincent à l'instant, est un transgressif. Il aime beaucoup. Seulement, là, il y a quelque chose qui, comme dirait l'autre, n'est pas tout à fait clair, et quand c'est pas clair, ça crée effectivement un certain trouble. En même temps, il y a quelque chose d'assez contradictoire, parce que Emmanuel Macron, oui, déroule le tapis rouge à Elon Musk. Alors on peut dire à chaque fois, c'est parce qu'il souhaite qu'il y ait une usine Tesla qui soit installée en France. C'est toujours l'explication qui a été donnée. Mais on sait aussi qu'il est fasciné par Mark Zuckerberg, qu'il a reçu aussi à plusieurs reprises à l'Élysée. Donc encore une fois, fascination pour ces héros, pour ces créatifs, pour ces transgressifs du XXIe siècle. Mais en même temps, encore une fois, c'est lui qui, par l'intermédiaire de Thierry Breton, c'est la France qui, effectivement, à Bruxelles, au niveau européen, veut la régulation des réseaux sociaux et très vigilante. C'est la France. Donc, s'il y a un côté... Bon, mais aujourd'hui, encore une fois, on est dans une situation un peu particulière, mais aucune explication n'est donnée officiellement par Paris. Il y a eu effectivement le petit X du président de la République disant que effectivement, ce n'est pas politique, cette décision n'est pas politique. Il y a la justice, séparation des pouvoirs. Ok, on laisse la justice française, mais quand même, dans la mesure où Jean-Yves Le Drian, qui était à l'époque au Quai d'Orsay, n'est pas à l'origine de la procédure de naturalisation un peu exceptionnelle, émérite, donc hors système, le fait du prince, effectivement, il n'y a pas d'explication. Donc on regrette qu'il n'y ait pas un Parlement, parce qu'il y aurait des questions qui seraient posées au ministre des Affaires étrangères, au ministre de l'Intérieur, et pour l'instant, dans cette situation trouble, c'est très facile pour l'Élysée de dire « Ah non, nous, rien à dire ». Je voudrais qu'on avance, on va rebondir justement sur cette phrase avec vous, Christine Dugouin-Clément, le président donc, qui a dit que l'arrestation du président de Telegram n'est en rien une décision politique au regard des chefs d'accusation qui sont liés à sa mise en examen au PDG de Telegram hier. Est-ce que vous dites, en effet, ça se confirme, ça n'a rien de politique, ou c'est un peu plus complexe que ça quand même, selon vous? En fait, on a deux grilles de lecture. Pavel Durov, son histoire, elle commence même bien avant Telegram.
il faut remonter à Vkontakte, qui est le gros réseau social russe. On pourrait le comparer à peu près à une forme de Facebook russe. Il a marqué un petit peu en ayant refusé de collaborer avec le pouvoir russe, que ce soit le FSB ou le RKN, qui est un petit peu le gendarme de tout ce qui va être télécommunication, à plusieurs reprises. Alors d'abord en 2010-2011, quand il y avait eu les manifestations massives où les Russes contestaient les résultats des élections législatives. En 2014-2015, quand après le Maïdan, il est demandé de donner des informations sur certains soutiens de la révolution de la dignité. Il sort de Vkontakte, crée Telegram et puis quitte le territoire russe, collectionne les nationalités, ce qui vient d'être dit, alors avec différents phasages, mais néanmoins, tout en gardant quand même son passeport russe. Et puis le dernier coup d'éclat, ou du moins la crispation notable, c'est en 2018 où on lui redemande encore une fois, le RKN et le FSB, d'aller communiquer des informations sur un certain nombre d'abonnés de ces plateformes. Là encore, il dit que non. Et là, on a quelque chose qui est assez intéressant, à mon sens, c'est que le RKN demande, comme c'était stipulé dans les textes, à un tribunal de donner ordre de faire bloquer la plateforme. Et là, ce que l'on apprend, c'est que la plateforme n'aurait pas pu être bloquée par la Russie, ce qui a donné un coup de boost terrible à Telegram, en faisant, quelque part, la plateforme que même le Kremlin n'aurait pas réussi à bloquer. C'est d'ailleurs un des moments où beaucoup d'Occidentaux sont passés sur cette plateforme-là. Donc on a ce principe-là. On a quand même une très grosse forme d'accalmie. Telegram, au niveau du cyberespace russe, c'est un point extrêmement important, pas névralgique, mais extrêmement important. Donc on peut pas nier ce principe-là. Et puis le dernier point, c'est que depuis l'invasion de l'Ukraine, Telegram est utilisé plus que largement par le pouvoir russe et différents canaux dans des actions d'influence et de désinformation. C'est pas, ça ne veut pas dire que c'est une propriété, on a quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, mais en tout cas, c'est utilisé comme un des éléments clés. Alors on reprend la direction aujourd'hui de Moscou pour vous retrouver. Jérôme Garraud, merci beaucoup d'être avec nous une nouvelle fois avec Michael Merle. Jérôme, bonjour. Revenir avec vous sur les dernières déclarations russes concernant cette affaire. Que se dit-il du côté de Moscou ? Bonjour Amélie, vous savez, de manière générale, les Russes, le public russe commente assez peu l'actualité. Mais alors là, pour l'affaire Pavel Dourov, c'est très différent. Très rapidement, il y a quelques jours, moi j'avais reçu déjà des messages d'amis, de connaissances à Moscou qui ne comprenaient pas cette arrestation. Il y a 3 jours, on faisait un direct avec Michael qui est derrière la caméra. On faisait un direct dans la rue pour LCI. Et juste après notre direct, il y avait des passants qui, en voyant une télévision française, se sont approchés pour nous demander ce qu'on pensait de cette arrestation. Alors d'ailleurs, pour eux, c'était très clair qu'il s'agissait d'une affaire politique. On est en Russie, donc sans surprise, c'est le premier réflexe. Mais encore une fois, c'est assez rare ici de voir des gens commenter spontanément l'actualité comme ça dans la rue. Là, Telegram, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que tout le monde s'en sert au quotidien, c'est une fierté nationale, c'est russe. C'est un petit peu finalement comme si on avait arrêté l'un des leurs, alors que Pavel Dourov a quand même quitté le pays il y a 10 ans. Il y avait des passeports, vous le disiez en plateau tout à l'heure, un petit peu partout dans le monde. Donc ça intéresse beaucoup les Russes. D'ailleurs, sur les sites des médias, les articles relatifs à Pavel Dourov sont les plus lus, les plus partagés. Vous avez aussi un journal assez populaire qui s'appelle Argumenti et Fakti, qui ne s'y trompe pas et qui, depuis 3 jours, consacre régulièrement sa une à cette affaire Telegram. Merci beaucoup Jérôme Garraud, merci à Michael Merle qui est avec vous sur le terrain. On a vu mardi la réaction de Sergueï Lavrov qui parlait de relations avec la France au plus bas. On a vu, et c'est cité par Alain Berluet dans Le Figaro, Sergueï Markov qui est un proche du Kremlin qui dit que Macron et les services de sécurité français ont pris en otage, rien que ça, le génie de l'humanité moderne. Bref, Vincent Hugeux, quand bien même ce ne serait pas une arrestation politique du côté de la France, ils ont décidé que ça le serait, ils vont l'utiliser comme tel et l'utiliser contre nous. Il faut dire que la démarche du président Macron prête le flanc à ce genre de riposte. Lorsque vous prétendez qu'il n'y a rien de politique, eh bien vous confiez ce genre de communiqué au parquet et ce n'est pas la tête de l'exécutif qui est l'incarnation archétypale du pouvoir politique qui s'en charge. Donc c'est déjà très ambigu en termes de posture. Ensuite, il y a un autre phénomène moi, qui me paraît sidérant, c'est l'argument invoqué par l'avocat de Durov, maître Kaminski, qui nous dit, alors c'est formidable, il faut relire le verbatim de sa phrase, il nous explique ceci, qu'il n'est pas responsable du contenu que véhicule sa messagerie.
Et dans sa phrase, il y a quand même un hiatus cognitif assez frappant, puisqu'il dit « le responsable du réseau n'est pas responsable », en gros. Donc il invoque l'exception d'irresponsabilité, ce qui, en termes de droit, moi, me laisse assez pantois. Et puis, sur la réaction russe, un dernier mot. Dmitri Peskov a, lui, fait part de sa crainte d'une tentative d'intimidation. Alors, de deux choses l'une, l'autre c'est le soleil, disait Prévert, ou Dourov est un dissident, et dans ce cas-là, il est un ennemi du pouvoir, et donc, à Moscou, on n'a que des raisons de se réjouir de sa neutralisation temporaire, ou alors, il est, de fait, un agent d'influence de la Russie. N'oublions pas que Telegram, non seulement véhicule des messages d'influence en Europe et en Afrique, mais que c'est aussi une sorte d'outil alternatif sur le champ de bataille, qu'il s'agisse de corriger la trajectoire d'un milice, qu'il s'agisse d'échanger des renseignements. Donc, je veux dire, il faut choisir. On ne peut pas être l'un et l'autre à la fois. Et puis, tout dernier point sur le caractère un peu paradoxal de cette affaire, et je pense que ça réjouira Arlette. Vous savez qu'il y a un nom qui circule pour Matignon, celui de Bernard Cazeneuve. Or, quand vous remontez un peu le fil de l'affaire Dourov, en 2016, Cazeneuve a des déclarations extrêmement sévères sur Telegram et sur le fait que précisément cette messagerie est utilisée par les terroristes djihadistes de Daesh. Alors, regardez comment la Russie utilise cette affaire, mais pas que la Russie d'ailleurs, ses alliés, la Biélorussie, pour viser un peu plus la France. Ça n'allait déjà pas très fort, mais on va se demander ensemble si ça peut encore se muscler. On écoute M. Loukachenko qui parle de Pavel Durov et de la démocratie en France, où il est même question de gilets jaunes. Hier, nous avons vu que c'était mieux en France. Je ne les juge pas, ils font ce qu'il faut. Dourov, pas Dourov. Si vous êtes coupable, répondez-en. Mais pourquoi font-ils des réclamations contre nous quand nous commençons à nous défendre avec les mêmes méthodes qu'eux? Il y a 2 ans, Poutine m'a raconté une histoire sur les Français, sur Macron. Il m'a dit « Je parle à Macron au téléphone et il commence à me reprocher d'avoir un ami biélorusse. » Eh bien, vous avez un ami en Biélorussie, des prisonniers politiques. C'était la conversation après l'élection. Pendant ce temps, en France, les manifestations des Gilets jaunes faisaient rage. Rappelez-vous, ils ont détruit tout le monde, sans regarder s'il s'agissait d'une femme ou non. Et je lui ai dit, Emmanuel, regarde ce qui se passe en France, chez toi. Vous, dit-il, vous battez tout le monde, sans distinction, les femmes, les autres. Et vous reprochez à Loukachenko la même chose. Il répond, nous avons une démocratie, nous pouvons le faire, mais lui, c'est une dictature. Vous savez, la démocratie signifie vous pouvez frapper la tête d'une femme contre le mur, le sang jaillit dans toutes les directions. En Amérique, vous pouvez étrangler un homme noir et rien ne se passe. Et aujourd'hui, Dourov a été arrêté. Je vais citer le Figaro à nouveau sur la question de savoir si les autorités françaises ont fait du zèle avec cette affaire et avec cette arrestation. On apprend que la question, elle se pose au sein de l'administration où certains redoutent, écrit Alain Baluet, les conséquences politiques de la gestion du cas Dourov. Il y a des raisons de douter en effet et de s'inquiéter des conséquences politiques. Il y a surtout il y a que des questions pour l'instant, donc il faut savoir. C'est quelqu'un, on a dit, il a été arrêté parce qu'il faut le protéger. Alors, est-ce qu'on protège Dourov? On lui a proposé aussi la nationalité pour le protéger. Donc, c'est le même mot qui est utilisé. À chaque fois, on le protège. Alors, c'est un ami, c'est un ennemi. On a voulu qu'effectivement Telegram, ça c'était la première volonté du président de la République en France. Donc, rien n'est clair. Donc, ami, ennemi. Poursuivi pour des raisons qu'on comprend très bien et depuis longtemps, puisque effectivement Vincent rappelait Bernard Cazeneuve et sa volonté déjà de s'intéresser très précisément aux messages, et c'était Daesh diffusé sur les réseaux Telegram. Donc moi, je ne sais pas, aux yeux de la France, est-ce qu'on le protège? Là, on avait même dit ça. Il a été arrêté, il est venu en France parce qu'il était menacé aujourd'hui, la Russie. Donc on l'arrête pour... Non, ça n'a pas de sens. Je pense que ça n'a pas de sens. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment une clarification. On ne peut pas se contenter d'être dans ces questions, ces interrogations. La justice française fait son boulot, pour le coup. Tout à l'heure, on disait qu'elle ne le faisait pas tout le temps. Là, elle fait son boulot. Mais vis-à-vis du politique, des choix du président et donc des choix du gouvernement ou des gouvernements passés, il faut qu'il y ait une clarification, mais nette
Donc il est poursuivi parce qu'effectivement on considère qu'il est responsable, et je suis tout à fait d'accord, on ne peut pas être irresponsable de son réseau, c'est impossible. Donc il refuse de coopérer aussi. C'est ce qui lui est reproché avec la justice française, donc point numéro 1. Ou bien tout ça est un habillage, parce qu'au fond, ce garçon est aujourd'hui menacé, il faut le protéger. Et c'est notre ami, et on est fiers de lui avoir accordé la nationalité française. Et ça, c'est pas évident. Depuis le début de cette affaire Nivine Potros, on a vu des réactions à l'international, et notamment celle d'Elon Musk. Est-ce que depuis hier, on a vu d'autres réactions comme ça de soutien? Parce qu'on sait bien que derrière lui, c'est comme une forme de mouvement qui est incarné et qui se réveille aussi. Bien, Elon Musk, justement, continue de tweeter, alors avec des allusions directes ou indirectes à la France, sans forcément nommer Pavel Durov, mais il continue lui aussi à exprimer son soutien. Et d'un mot peut-être pour compléter ce que disait Vincent sur la récupération politique en Russie, il y a une autre figure sur les réseaux sociaux qui est très présente, c'est Dmitri Medvedev, dont on connaît évidemment le poids politique, qui lui aussi continue de tweeter ces dernières heures avec des diffusions d'images outrancières et caricaturales du chef de l'État, et qui lui explique qu'il a été arrêté uniquement parce qu'il était russe et non pas parce que sa plateforme ne respectait pas les modérations. Pour compléter aussi sur cette récupération politique, ou presque, nos confrères de Politico nous donne une information qu'on ignorait jusqu'à présent. Des diplomates des Émirats Arabes Unis, comme ceux d'ailleurs de la Russie, s'activent depuis son arrestation pour demander un accès consulaire à Pavel Durov, lui qui était encore il y a quelques semaines l'ennemi numéro 1 en Russie. Un pacte mondial, et on va conclure d'ailleurs là-dessus. Regardez ce que dit le patron de la Douma. Selon lui, Washington est derrière l'arrestation, et à l'approche de l'élection présidentielle, la Maison-Blanche viserait la surveillance des réseaux sociaux, leur censure totale et leur assujettissement. Derrière lui, encore une fois, il y a des fils et des intérêts majeurs qui sont utilisés, en tout cas pour le devenir, comme autant d'enjeux majeurs. Pavel Durov, c'est pas simplement le CEO d'une très grande entreprise de la tech. C'est un personnage avec un rayonnement géopolitique extrêmement important, pour les raisons que l'on a dit, les différentes ambiguïtés, la résonance de cette plateforme, l'usage qui a pu en être fait. Alors on a parlé du volet d'influence, mais c'est aussi ce qu'on appelle une marketplace pour des produits licites comme illicites, d'où les différents chefs sous lesquels il est à l'heure actuelle. On a tout ce volet-là, et d'autres choses qui sont aussi pas inintéressantes, c'est les financeurs de Telegram, où là on va retrouver aussi beaucoup d'oligarques russes, dont un certain nombre sont sous sanction, sont des proches du président Poutine. Et puis on voit bien qu'on a quand même une forme de diversion. C'est assez intéressant quand la Russie, par différentes voies, crie au scandale concernant la liberté d'expression, quand on voit le nombre de lois qu'elle a pu mettre en place pour contrôler son espace, mais aussi particulièrement depuis le début de la guerre, avec vos collègues qui peuvent même pas tellement employer le mot de guerre. Dis-moi qui te soutient et je te dirai qui tu es. Edward Snowden, Elon Musk, Peskov, Lavrov. Comme disaient les Britanniques, avec des amis comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis.